Souleymane Niang. Nous l'avons appris ce matin, la disparition d'Ousmane Sow Huchar la nuit dernière à l'âge de 78 ans. Également connu sous le nom d'artiste Soleya Mama, Ousmane Sow Huchar était surtout un intellectuel accompli et un homme d'action, tout à la fois muséologue, ethnomusicologue, écrivain, musicien, écologiste. Nous reviendrons sur sa vie et son œuvre dans un instant. Mais avant cela, depuis 2016, Ousmane Sow Huchar était le président du conseil d'administration du musée des civilisations noires de Dakar, musée dont il était l'un des inspirateurs. Je vous propose d'entendre la réaction et le témoignage du directeur du musée des civilisations noires, Hamadi Bokoum, joint il y a quelques minutes par El Hadj Ndiogou Diène. C'était un très grand homme, une personne qui en fait était une synthèse de plusieurs cohérences. D'abord, c'était un intellectuel, un artiste, ensuite un militant de la culture. Nous avons eu la chance d'avoir M. Ousmane Sow Huchar comme premier président du conseil d'administration du musée des civilisations noires et je dois avouer que sous sa direction, sa responsabilité et son éclairage, le musée des civilisations noires a eu la chance de se mettre dès le début dans les rails. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que M. Ousmane Sow Huchar avait à l'époque été envoyé au Canada préparer un PhD. Il avait travaillé à l'époque sur la Coran, mais la principale mission qui lui était assignée à l'époque, c'était de revenir travailler pour la création du musée des civilisations noires. Malheureusement, le projet n'a pas abouti, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il a été l'un des pères fondateurs de l'ancien musée dynamique, qui a été l'un des tout premiers musées africains et qui a très performé durant le premier festival mondial des arts nègres. Donc c'est une immense perte pour la culture, c'est une immense perte pour l'Afrique, c'est une immense perte pour l'humanité. Bien évidemment, c'est une perte incommensurable pour les musées des civilisations noires parce que je pense qu'il est le père fondateur de la gouvernance de ce musée. Revenons maintenant sur l'artiste, l'universitaire, le politique, l'homme tout court dans ce portrait d'Ousmane Sow Huchar signé Abdou Diouf Junior. L'art, la politique, l'environnement pleurent en chœur. Ils pleurent un acteur clé de la lutte pour leur rayonnement. Ousmane Sow Huchar, le critique d'art, le musicologue, l'anthropologue, le muséologue et chercheur s'est éteint à l'âge de 78 ans. La faute à une maladie avec laquelle il a vécu ces dernières années. Malgré tout, Soleya Mama n'a jamais cessé d'être artiste. L'artiste aux multiples casquettes. Ousmane Sow Huchar a été conservateur en chef du musée dynamique, commissaire aux expositions à l'étranger, président du conseil scientifique de Dakar, la biennale de l'art africain contemporain. Il était jusqu'ici le président du conseil d'administration du musée des civilisations noires et conseiller technique au cabinet du ministre de la Culture. Ça, c'était Soleya Mama. Mais Ousmane Sow Huchar n'a pas fait que ça dans sa vie. Il a combattu pour l'environnement. Il était un militant écologiste actif au sein du Reste les Verts. Il a été membre du Rassemblement des écologistes du Sénégal créé en 1999 avec Ali Haïdar et compagnie. Le parti n'a pas survécu. Ousmane Sow a tout de même été député à l'Assemblée nationale en 2007. Depuis 2009, il était conseiller municipal à la commune de Ziguinchor. Ousmane Sow, un homme multidimensionnel qui a décroché un PhD à l'Université de Laval de Québec en 1985, option histoire de l'art, anthropologie, muséologie et musicologie. Soleya Mama était membre du jury des Oscars des vacances. Ousmane Sow Huchar a joué sa dernière note, une page tournée, la der de sa vie. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la vie et l'œuvre d'Ousmane Sow Huchar en attendant d'y revenir plus largement. Parlons maintenant de cette découverte macabre sur le site du Technopole, le corps d'un homme présenté comme un déficient mental. L'association pour le suivi des malades mentaux dénonce cette fin tragique et annonce dans la foulée une vaste opération de retrait de ces malades de la rue dans les jours à venir. Écoutons à ce sujet le président de l'ASAM, Ansoumana John, interrogé par Salif Sow. Extrêmement douloureux, regrettable qu'un malade mental perde sa vie en pleine rue au Technopole et son corps soit en état de putréfaction avancée. C'est l'information qui a été livrée aujourd'hui par le journal LAS. Une information qui attriste l'ASAM, qui plonge l'ASAM dans une tristesse et une consternation inégalables. C'est pourquoi nous interpellons le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour la prise en charge de ces malades mentaux errants. Même si le ministère de la Santé et de l'Action sociale, où je suis conseiller à la Direction générale de l'Action sociale, est en train de travailler
pour le retrait des malades mentaux de la rue. Incessamment, ces malades mentaux devront faire l'objet d'une prise en charge. Mais il va falloir que le chef de l'État, Macky Sall, l'ensemble du gouvernement, toutes les forces vives de la nation, la population sénégalaise se mobilisent derrière l'Assemblée pour réussir cette mission de service public. Dans un État de droit, dans un État civilisé, doit-on admettre, doit-on laisser, doit-on continuer à regarder ces concitoyens vulnérables de mourir comme des animaux dans les rues en ce 21e siècle? C'est inadmissible dans un pays dit de Teranga. Les malades mentaux ont toujours souffert. Ils ont souffert et ils continuent de souffrir. Et ils continuent de souffrir. C'est à nous, le peuple sénégalais, de leur venir en aide. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Souleymane Niang. L'avocat Maître Abdoulaye Babou interpelle le ministre de la Justice après les cas de Covid-19 enregistrés à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Il demande la suspension de toutes les audiences au tribunal de Diourbel pour éviter toute contamination. Écoutons Maître Abdoulaye Babou au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Il a été signalé des cas de contamination au niveau de la MAC de Diourbel, sans être précis, mais on me dit presque une dizaine à la MAC. Alors, compte tenu de cette situation et de la promiscuité qu'il y a entre les gens gardés, les prisonniers et autres, avec le public, je crois que la première mesure qu'il fallait prendre, c'est de suspendre les audiences. Alors, au moment où je vous parle, je suis actuellement au palais de justice de Diourbel, où j'assiste un client dans une procédure d'instruction. Donc, moi-même qui vous parle, je suis exposé. Mon client est gardé, il a été extrait de la prison de Diourbel. On est dans le bureau du doyen des juges d'instruction, donc on n'est pas protégé. Alors, dans la mesure où il y a plusieurs cas avérés, reconnus par tout le monde, la mesure essentielle, la première mesure était de suspendre toutes les audiences au niveau du tribunal de grande instance de Diourbel. Cela n'a pas été fait. Donc moi-même qui vous parle, je suis en danger. Et je suis obligé de venir assister mon client qui est détenu. Et on est dans une phase d'instruction dans le bureau du doyen des juges d'instruction. Ça, il fallait le dire. Pour mesures n'ont pas été prises par le ministre de la Justice pour suspendre les audiences parce que c'est un foyer de nature à s'étendre. À présent, notre dossier du jour sur les accusations de torture soulevées par des prévenus ou accusés lors de leur procès. Ils évoquent souvent des violences physiques et morales pour leur extorquer des aveux pendant leur garde à vue ou leur détention préventive. Dernier exemple en date soulevé par l'avocat du journaliste René Capain Bassène, qui était entendu hier par le juge d'instruction dans l'affaire de la tuerie de la forêt de Bofa-Bayotte. Il accuse ces détenteurs de lui avoir exercé ces violences. Dossier réalisé par Nafissatou Silla. Torture en garde à vue pour extorsion d'aveux. Nombreux sont les détenus qu'ils dénoncent ou leur conseillent. La dernière en date de l'affaire René Capain-Bassène, une situation que fustige Seydi Gassama d'Amnesty Sénégal qui invite le ministère public à enquêter sur ces allégations. Et de poursuivre éventuellement les tortionnaires. Ce qu'il faut dire, c'est que chaque fois qu'il y a des allégations de torture, le parquet, le procureur a obligation d'enquêter sur ces allégations-là et éventuellement de poursuivre les personnes qui ont commis les tortures. En aucun cas, des aveux extorqués sur la torture, obtenus sur la torture, ne peuvent pas servir de preuve pour juger et condamner quelqu'un. Selon Seydi Gassama, si ces allégations s'avèrent vraies, toutes les charges contre René Capain-Bassène pourraient être irrecevables. Que toutes les preuves qui ont été obtenues sur ces allégations-là soient annulées et qu'il puisse avoir un processus équitable. Et tous les PV obtenus sur ces allégations doivent être déclarés nuls et l'enquête reprise. Le grand malheur au Sénégal, c'est que le parquet au Sénégal n'a jamais pris au sérieux les allégations de torture formulées par les détenus. Et cela est totalement illégal, c'est contraire aux engagements du Sénégal en vertu de la Convention des Nations Unies contre la torture. C'est des manquements graves de la part des procureurs dans ce pays et nous voudrions continuer à dénoncer ces manquements-là. L'Observatoire des lieux de privation de liberté, dans une posture de prévention d'actes de torture lors des gardes à vue, fait état de sanctions pénales des forces de l'ordre mises en cause. Après rapport, Marceline Lopez-Niaï. Parce qu'il y a deux sanctions. La sanction disciplinaire
relève donc de l'autorité de laquelle ils dépendent, et la sanction pénale qui dépend du ministère public, de la justice. Et au niveau de la justice, j'avoue que ça traîne en général. La sanction traîne en général, c'est ce qu'on nous reproche d'ailleurs. Selon Maître Ciré Clédorli, les allégations de son client René Capin-Bassène incriminent la gendarmerie. Et interpellé sur cette affaire, le service de la communication de la gendarmerie n'a pas voulu se prononcer pour le moment. Il est 12h12. Les occupants de cantines aux alentours du bâtiment central du marché Sandaga sommet de quitter les lieux au plus tard ce vendredi. C'est pour les besoins du démarrage des travaux de la vieille bâtisse, sur la vieille bâtisse fermée depuis quelques années. Mais les commerçants rencontrés sur place ne veulent pas quitter leur cantine pour le site des champs de course jugés étroits et enclavés. Le reportage de Youssouf Bodian. Ambiance habituelle ce matin tout autour du vieux bâtiment qui abrite le marché Sandaga. Ici, rien ne montre que dans 2 jours, les occupants des cantines vont quitter les lieux. C'est parce qu'il n'y a pas eu de concertation au préalable. Selon Dame Dial, il est établi à Sandaga depuis 45 ans, soit 25 ans après la construction du bâtiment central. On a pris la nouvelle à travers votre radio. Si vous voulez déplacer quelqu'un, vous discutez des conditions avec lui pour trouver un compromis. On veut bien qu'on réhabilite le bâtiment, mais détruire les cantines, nous sommes contre. On ne bouge pas, on les attend. Des agents sont venus sommer ces commerçants de quitter les lieux dans 48 heures, mais le site prévu pour le recasement n'est pas adapté selon Cher Diop, jeune commerçant. Nous n'avons pas de table, mais des cantines que nous avons achetées jusqu'à 15 millions de francs CFA. Prendre quelqu'un qui occupait 3 mètres carrés et l'amener dans une cantine de moins d'1 mètre carré, c'est difficile. On ne s'oppose pas à notre départ, mais qu'ils viennent échanger avec nous. S'ils ont vendu le terrain, qu'ils nous dédommagent et on ira voir ailleurs. La réhabilitation du marché Sandaga a été une doléance des commerçants. Mais selon Modou Diop, la maquette initiale a été changée sans leur aval. Quand le président nous a reçus, il nous avait promis de réhabiliter le marché avec ses propres moyens. La maquette qu'il nous a montrée a été changée sans notre consentement. On ne peut pas détruire ce qu'on a construit pendant des années. Les occupants de cantines de l'avenue Lamine Gueye, Émile Badiane, rue Sandiniéry sont invités à s'inscrire pour un recasement sur le site des champs de course. Toujours dans l'actualité sociale, les employés de l'hôtel King Fahd Palace sont très remontés contre la tutelle Racine Sy qui a décidé de maintenir 192 travailleurs au chômage technique alors que le chef de l'État a ordonné la reprise des activités dans les entreprises étatiques. Il dénonce également une mauvaise gestion et le non-respect des droits des travailleurs. Ils étaient en sit-in devant l'hôtel ce matin. Compte rendu au Marmbo. C'est avec le cœur brisé, disent-ils, que les employés de l'hôtel King Fahd Palace sont mobilisés devant la boîte pour dire non à la décision de la direction 3 mois après le plan d'urgence du gouvernement. Depuis le mois d'avril, le mois de mai et ce mois finissant, le mois de juin, nous sommes en chômage technique pour 192 personnes. Amadouba fait partie des 192 employés en chômage technique, mauvaise gestion, non-respect des droits du personnel, entre autres. Il décrit une spirale infernale. Ce que nous n'avons pas compris, au moment où tous les hôtels aujourd'hui sont dans une dynamique de relance, que le King Fahd Palace, le plus grand hôtel de l'Afrique de l'Ouest, le plus grand hôtel du Sénégal, avec un chiffre d'affaires de 12 à 13 milliards, que ces gens-là nous disent aujourd'hui qu'il faille reconduire le chômage technique. C'est ce que nous n'avons pas compris. Le bonheur des uns faisant le malheur des autres pendant qu'ils sont inactifs, d'autres. Il y a ceux qui travaillent depuis 3 mois, ils sont à l'intérieur. Donc quelle est aujourd'hui sa volonté? Nous disons aujourd'hui qu'il y a une volonté préméditée de licencier des gens. Ces employés de l'hôtel King Fahd Palace, très remontés contre la direction, demandent leur réintégration, sinon d'autres méthodes de lutte seront adoptées. Et puis, les mouvements Arli-Nubok et Nyolank exigent une renégociation du contrat entre la Sénélec et Akilé. Ils demandent aussi que la nomination du directeur général de la Société nationale d'électricité se fasse par appel à candidature. Ces 2 organisations réclament par ailleurs la libération de l'activiste Abdoukarim Gueye dit Khouroumkhar. Elles ont tenu, ces 2 organisations, en point de presse ce matin. Écoutons Abdoulaye Bachili de Arli-Nubok au micro de Amadou Sabarba.
Le contrat entre la Sénélec et Aquilé est déséquilibré en faveur de ce dernier. Ce déséquilibre révèle les graves défaillances de la Sénélec et de l'État qui l'ont négocié et l'ont signé. Au-delà de ce cas particulier, ce dossier nous interpelle sur tous les autres contrats signés par la Sénélec qui sont, en définitive, en défaveur des citoyens consommateurs. De même, il nous renforce dans l'idée qu'en général, nos sociétés nationales, nos ressources naturelles sont gérées dans le même état d'esprit par l'État du Sénégal. Ce contrat montre aussi l'absence de mécanismes de souveraineté populaire pouvant contraindre ceux qui sont au service des populations à faire de la gestion démocratique un principe de fonctionnement. Nous, de Aar Li Ñu Bokk et Ñoo Lank, recommandons les actions suivantes. Informer les citoyens sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan Yeesal et évaluer sa performance. Revoir la composition du conseil d'administration de la Sénélec en y intégrant des représentants du personnel et des consommateurs. Soumettre la fonction de directeur général à appel à candidature. Actionner les corps de contrôle pour auditer la Sénélec et faire la lumière notamment sur tous les contrats signés. Privilégier l'expertise nationale dans le choix des prestataires tout en veillant au respect des règles de gestion, de transparence, d'éthique dans l'attribution des marchés. Dans cette optique, revoir tous les contrats de la société afin de les renégocier tout en veillant aux intérêts des citoyens. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Covid-19 au Sénégal, l'épidémie continue de se propager. Encore 132 cas sur 907 tests effectués, soit un taux de positivité de 14,6%, un record. 4 nouveaux décès ont également été enregistrés. Autre source d'inquiétude, le nombre de cas graves qui est passé de 27 hier à 35 aujourd'hui. Tout cela fait craindre une saturation des centres de traitement. À Wambaye. Les cas graves s'accumulent dans les services de réanimation. Les chiffres grimpent et aujourd'hui, le tableau affiche plus 5. En 24 heures donc, le nombre de malades dans un état grave passe de 30 à 35. D'ailleurs, c'est le plus grand chiffre délivré par le ministère de la Santé pour cette catégorie de patients depuis le début de la maladie au Sénégal. Ces statistiques invoquent la question sur la capacité d'accueil des sites de traitement des épidémies. Peuvent-ils réellement supporter la prise en charge de ces nombreux cas graves avec des équipements techniques et médicaux adaptés? Et l'augmentation des cas de décès observés ces derniers jours est intimement liée à la progression en chiffres de ces cas graves. Ce matin aussi, le nombre de personnes testées positives fait partie des bilans journaliers les plus importants. 132, soit un taux de positivité de 14%. D'ailleurs, sur le tableau comparatif, c'est le 6e plus grand nombre, mais le record reste celui du 11 mai avec ses 177 cas positifs. La ville de Touba a enregistré 71 cas communautaires de coronavirus depuis le 1er juin dernier. La maladie est loin de connaître un recul dans la cité religieuse. 105 malades sont actuellement traités à domicile. Les détails avec Mohamed Jodiop. Après une relative accalmie une bonne partie du mois de juin, les chiffres reprennent une courbe ascendante dans la cité religieuse de Touba. Surtout les cas communautaires qui n'ont cessé d'augmenter au fil des jours. 5 nouveaux cas issus de ce mode de transmission ont été dénombrés aujourd'hui dans le point du ministère de la Santé. Pour le mois de juin, 66 cas communautaires ont été comptabilisés. Au total, soit plus de 2 cas par jour. Depuis l'apparition de la maladie à Touba le 11 mars dernier, 590 cas de coronavirus ont été diagnostiqués pour 29 décès. Le centre de traitement des épidémies situé à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba accueille présentement 15 patients. 105 autres sont suivis à domicile. Les autorités médicales ont renforcé la stratégie de communication pour mettre un terme au déni continu de la maladie par une certaine population à Touba, mais également pour le respect des gestes barrières. Mohamed Jodiop, Touba, RFM. Et puis pour refermer cette page nationale, un mot sur le litige foncier entre les paysans de Ndengueler et l'homme d'affaires Babacar Ngom. Le conseiller juridique de Sedima parle de confusion. Selon Moustapha Diop, les terres en question sont localisées dans la commune de Sindia et les paysans de Ndengueler n'y ont aucun droit. Moustapha Diop était l'invité de RFM Matin.
Ces terres dont on parle ne sont pas de la commune de Ndiaganiao, elles sont entièrement et intégralement de la commune de Sindia. Les terres en question ont été aménagées par la Sedima. À l'origine, il s'agissait d'une brousse inexploitée, non utilisée, parsemée de baobab, entre autres. Donc lorsque la Sedima s'est vue attribuer le terrain, il a investi dans les travaux de terrassement. Il a dessouché, il a fait tous les investissements nécessaires pour rendre la terre exploitable. Il n'y en a pas aujourd'hui un habitant de Ndengeler qui puisse attester qu'avant que la Sedima n'arrive, que lui travailler sur ces terres-là. Alors aujourd'hui, une médiation est en train d'être menée par le ministre de l'Urbanisme. Est-ce que l'on peut s'attendre à ce que la Sedima cède une partie de ces terres objet de litige? Non, le problème n'est pas, le terrain n'est pas litigé. Le litige, on veut dire peut-être dans l'approche, dans la forme mais pas dans le fond. Parce qu'une personne ne peut pas disposer d'un titre foncier avec tout ce que cela représente et qu'on lui dise que cette terre-là ne t'appartient. Partant de là maintenant, nous sommes toujours disposés, ouvert, comme nous l'avons fait jusqu'ici. Et nous ne fermerons jamais notre porte pour trouver une solution à ce problème-là, parce que nous avons des ambitions, nous avons des intentions pour avancer, parce que le temps court et le projet doit démarrer au vu de ce que nous souhaiterons en faire dans 8 mois. Tout ça ne peut pas être bloqué à cause d'un histoire foncier. Donc la Sedima est disposée à accompagner ces paysans-là dans l'aménagement de nouvelles terres que leur commune leur donnera pour investir là-dessus, financer, les accompagner, les aider. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Georges Déthié Diop. Rebonjour Souleymane Niang. D'abord les échos du sommet du G5 Sahel hier en Mauritanie. Les pays du G5 Sahel et leurs partenaires, notamment la France, vont renforcer la lutte antiterroriste au niveau des frontières communes. À Nouakchott où s'est tenu le sommet, Mohamed Diop. Il a été décidé au sommet du G5 à Nouakchott de suivre la feuille de route définie au sommet de Pau en France en janvier dernier pour renforcer la lutte contre le terrorisme, notamment dans la zone des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Emmanuel Macron, le président français. Les 4 piliers clairement redéfinis à Pau, lutte contre le terrorisme, mise en capacité des armées africaines, retour de l'État et développement sont indissociables. Le chef de l'État mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, président en exercice du G5 Sahel, a salué les progrès réalisés grâce à cette feuille de route. Nous sommes rassurés de constater que ce cadre a permis de réaliser des progrès significatifs. Je signalerai sur le plan de la conduite des opérations militaires en particulier la mise en place des mécanismes de commandement conjoint à Niamey qui permet actuellement le bon déroulement de l'opération d'envergure Sama. Mais le président mauritanien estime qu'il faut aussi régler la crise libyenne qui continue à nourrir les groupes terroristes à travers le trafic d'armes, de drogue et d'êtres humains. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Au Soudan, des milliers de personnes étaient dans la rue hier. Des manifestations dans la capitale Khartoum, mais également dans le pays. Ils veulent, ces manifestants, que justice soit rendue aux victimes du soulèvement contre le régime de Omar el-Béchir l'année dernière. Ils demandent également au gouvernement de transition d'accélérer les réformes, la formation d'un parlement de transition, la nomination de gouverneurs civils dans chaque État. Un comité de médecins a fait savoir que plus de 240 manifestants ont été tués durant la répression qui a abouti au changement de régime. Il y a de cela 1 an, Omar el-Béchir a été renversé le 11 avril 2019 par une révolution de palais. Coronavirus, le Burundi change de stratégie. Les autorités annoncent de nouvelles mesures. Le nouveau président Évariste Ndayishimiye a déclaré le coronavirus ennemi public numéro 1. Il a aussi appelé à la mobilisation générale contre la pandémie dans un message devant le Parlement. Il a annoncé la réduction du prix du savon de 50%, une réduction du prix de l'eau jusqu'à ce que le coronavirus soit éradiqué. Autre mesure, toute personne présentant des symptômes du coronavirus est invitée à se rendre à l'hôpital où elle sera testée gratuitement. Si une épidémie est suspectée dans une région, toutes les personnes qui y vivent seront testées. Souleymane Ndayishimiye se démarque ainsi de la stratégie de son prédécesseur, Pierre Nkurunziza, le défunt président, assuré que le Burundi est sous la protection divine face à la pandémie. Georges Déthié Diop, allons maintenant au Maroc. Les examens du baccalauréat débutent après-demain vendredi. Les examens dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus et pour éviter tout risque de contamination, le gouvernement a pris la décision de scinder en 2
En 2 pôles, les examens, les explications de Khadim Baye. Plus que 2 jours avant le démarrage des examens du baccalauréat au Maroc, le rendez-vous va se dérouler en 2 pôles, les 3 et 4 juillet pour la littérature, les 6 et 8 pour les séances techniques et le bac professionnel. Plus de 440 000 candidats sont attendus cette année, soit une légère hausse de 0,4% par rapport à 2019. Pour assurer les futurs étudiants et leurs parents, la tutelle a annoncé une batterie de mesures en début de semaine: port du masque obligatoire, distanciation physique, une nouveauté pour les élèves candidats. Durant les 3 mois de confinement au Maroc, l'enseignement se faisait à distance grâce à la magie du digital et de la télévision. Adimbaï Casablanca, Radio Futur. Et c'est cet élément qui met en terme à cette page internationale, Suleiman. Merci à vous, Georges Déthié Diop. RFM Sport. La synthèse de l'actualité sportive avec vous, Sodetiam. Et nous démarrons avec la Ligue des Champions. L'UEFA affirme ne pas avoir de plan B pour l'organisation des 8e de finale de la Ligue des Champions. Lisbonne, la ville hôte, est touchée par le coronavirus. L'UEFA reste très attentive aux événements. En effet, le Final 8 de la Ligue des Champions doit normalement être organisé du 12 au 23 août dans la ville portugaise. En Espagne, le FC Barcelone, encore tenu en échec hier. À 5 journées de la fin, une hiérarchie claire se dessine en tête du classement. Mais il faudra attendre le résultat du Real Madrid face à Getafe demain jeudi pour s'en convaincre. Et pour Lionel Messi, 862 matchs joués et désormais 700 buts. Messi est encore entré un peu plus dans l'histoire en atteignant ce total vertigineux 6 jours après avoir soufflé ses 33 bougies. Pour la suite de la 33e journée, au programme aujourd'hui, Valence va rencontrer Athletic Bilbao, Alves Grenade, Betis Séville, Villarreal, Valladolid face à Levante. Et côté transfert, l'arrière gauche Juan Miranda, formé au FC Barcelone et prêté à Schalke 04 pour 2 saisons en 2019, ne va pas effectuer sa 2e saison en Allemagne. Il va retrouver le club catalan dans les prochains jours, a annoncé le FC Barcelone ce mercredi. En Italie, en tête de la Serie A, la Juventus Turin a préservé ses 4 points d'avance sur la Lazio Rome en s'imposant sur le terrain de Genoa hier lors de la 29e journée. 3 buts à 1 grâce à 3 jolis buts signés Dybala, Ronaldo et Douglas Costa. Pour la suite de cette 29e journée aujourd'hui, Inter Milan fera face à Brescia, Bologne Cagliari, Spal AS Milan, Hellas Vérone Parme, Fiorentina Sassuolo, Lecce face à Sampdoria Gênes. En Angleterre, c'est la suite de la 32e journée avec Everton qui va accueillir Leicester, Arsenal Norwich, Bournemouth Newcastle, West Ham fera face à Chelsea. En France, l'AS Monaco a annoncé ce mercredi la prolongation des prêts d'Antonio Barreca au Genoa, Jordi Moula à Huesca et Pelé à Reading jusqu'à la fin de la saison 2019-2020. La Saint-Etienne a annoncé hier qu'elle ne pourrait pas compter sur son défenseur futur recrue le 24 juillet prochain contre le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France, et ce à cause d'une clause dans le transfert du joueur. Marseille a officialisé 2 prolongations de contrat. Marley Aké jusqu'en 2024 et Perrin jusqu'en 2023, ainsi que la signature pour 3 ans d'Alvaro González. 4 jours plus tôt, c'est Dimitri Payet qui annonçait une prolongation de contrat surprise de 2 saisons assortie d'une baisse de salaire conséquente. En Allemagne, c'est désormais officiel. Kouassi est un joueur du Bayern Munich. Le défenseur formé au Paris Saint-Germain a signé ce mercredi son premier contrat professionnel avec le club bavarois. Il a signé un contrat de 4 ans, donc jusqu'en 2024. RFM, la presse du jour. La revue de la presse de ce mercredi 1er juillet 2020 est signée Georges Déthié Diop. Un cluster à Diourbel, un autre à Tivavone. Source A informe que plusieurs personnes ont contracté le coronavirus à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Un détenu de 59 ans testé positif samedi a contaminé 7 de ses co-détenus ainsi que le major de l'infirmerie de la prison. Et Source A craint que le pénitencier n'enregistre d'autres contaminations dans les prochains jours. À Tivavone, c'est l'hôpital d'Abar, le nouveau foyer de la maladie. Selon l'AS, 6 sages-femmes et un brancardier
ont été testés positifs. Des sources du journal soulignent qu'ils ont été contaminés par un médecin externe. Une situation qui entraîne la fermeture provisoire de la maternité et de la pédiatrie. Hier, le bilan est passé à 112 morts sur l'ensemble du territoire national. Le chiffre trône à la première page de Libération et dire que l'état d'urgence est levé. En tous les cas, l'observateur n'est pas optimiste qui parle de prémices d'un drame social. Selon mon confrère, dès ce 1er juillet, les Sénégalais vont entrer de plein pied dans les conséquences de l'état d'urgence. Chômage, baisse de revenus, charges insurmontables, entre autres, seront une réalité qui peut transformer le pays en bombe sociale. L'Obs rend aussi compte de l'examen hier à l'Assemblée nationale du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel. Le journal rapporte que le ministre des Finances et du Budget a expliqué comment la solidité des fondamentaux économiques a sauvé le Sénégal d'un crash économique. En termes de chiffres, plus de 50 milliards sont déjà dépensés pour soigner les malades du coronavirus. 3 milliards de primes de motivation pour le personnel soignant, peut-on lire à la page de titre de l'Observateur. Les Échos, lui, fait état d'un exercice de transparence et affirme que Abdoulaye Daouda Diallo a détaillé le niveau d'exécution des 1000 milliards de francs CFA au franc prêt. 1000 milliards qui ont été répartis selon les ministères et structures concernés par la mise en œuvre du programme de résilience économique et sociale à travers ces 4 piliers. Les Échos soulignent que les ministères de la Santé, du Pétrole et des Énergies, ainsi que celui du Développement communautaire, se taillent la part du lion. Enquête évoque le même sujet, mais s'arrête sur l'optimisme du gouvernement pour la relance de l'économie dès 2021. Selon mon confrère, l'État table sur une croissance moyenne de 6,4% les 3 années à venir pour s'établir à 7,8% en 2023. La pression fiscale va passer de 16,5% en 2020, respectivement 18, 19 et 20% en 2021, 2022 et 2023. Enquête renseigne que l'État prévoit 11 150,6 milliards de ressources budgétaires et 13 119,7 milliards de charges. Un coup d'œil à présent dans Le Soleil, le journal met en exergue des propos tenus par le professeur Moussa Seydi, coordinateur de la prise en charge des malades Covid-19. Selon lui, le président Sall est déterminé à doter le Sénégal de meilleures infrastructures sanitaires. Le Soleil souligne que le professeur Seydi s'est fondé sur le relèvement du plateau technique du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann et d'autres soutiens aux structures sanitaires du pays. À la une de l'As, il est question du litige foncier qui oppose les paysans de Ndengler à l'homme d'affaires Babacar Ngom de Sedima. Le ministre de l'Urbanisme s'est rendu hier dans la localité pour rencontrer les différentes parties et tenter une médiation. Selon l'As, Abdou Karim Fofana, qui a eu connaissance du dossier, a pris note avant d'inviter les uns et les autres à trouver une solution pacifique. Il confie d'ailleurs au journal qu'il y a des possibilités de collaboration si l'approche est revisée. Seulement, les paysans de Ndengler demandent l'intervention du chef de l'État et la restitution de leurs terres. L'actualité judiciaire, Libération apprend que le juge a ordonné la liquidation de Marilis BTP SA, la société de l'homme d'affaires ivoirien Adama Bictogo, à la demande d'un créancier. Et pendant ce temps, Bictogo, qui a empoché 30 milliards pour une université fantôme à Diamniadio avec des travaux à hauteur de 22%, réclame 4 milliards de francs CFA à l'État. Entre travailleurs de greffe et magistrats, c'est la guerre froide, du moins si l'on en croit le quotidien. En cause, les fonds communs de la justice, lesquels ne bénéficient jusqu'ici qu'aux travailleurs des greffes, alors que l'UMS, l'Union des magistrats sénégalais, a réclamé son projet de fonds abrogé en 2012. En attendant, note le journal, le décret qui fixe celui des greffes et le projet des magistrats qui seront alimentés de la même manière sont au niveau de la chancellerie. En sport, Record informe que Kalidou Koulibaly ne va pas rejoindre Liverpool. Sadio Mané, lui, est sécurisé. Selon le journal, le message de Jürgen Klopp est on ne peut plus clair. Liverpool ne devrait faire aucune folie cet été pour des recrutements records ni céder certains de ses joueurs, notamment les cadres. Excite donc l'arrivée de Kalidou Koulibaly et interdiction de bouger à Sadio Mané. Même pour aller au Real, précise Record. Stade, quant à lui, s'arrête sur le report de la CAN à janvier 2022. Cela veut dire, aux yeux de mon confrère, que le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, aura sous la main à cette période des lions trentenaires. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h36, bienvenue à notre rendez-vous quotidien avec nos deux invités du jour sur un thème d'actualité. Point de vue aujourd'hui sur la surexploitation des ressources halieutiques du Sénégalais. Pour en parler,
de personnes de l'art. Le docteur Amat Diaw Diadjou, directeur du CROD, le Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye. Docteur Diadjou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes également en ligne et en direct avec Madame Fatou Niang, vice-présidente du GAIPES. Le GAIPES, c'est le groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal. Bonjour Madame Niang. Bonjour, c'est Madame Ndiaye Fatou Niang. Madame Ndiaye Fatou Niang. Alors, Madame Ndiaye, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Le GAIPES qui a publié aujourd'hui dans plusieurs journaux un communiqué de presse évoquant les licences de pêche avec ce titre. La recherche scientifique se prononce sur l'état de la ressource. Pour être plus précis, au-delà du GAIPES, c'est la coalition nationale contre l'octroi de nouvelles licences de pêche industrielle. Et dans ce communiqué, cette coalition évoque la réponse donnée par le CROD à une requête qui lui a été envoyée au mois de mai sur l'état des ressources. Et dans ce tableau est extrait un sous-tableau qui parle des ressources largement surexploitées, notamment les sardinelles rondes, les sardinelles plates, les fameux yaboy morek et yaboy tas, ainsi que notamment les chinchards et les merlus noirs, qui sont tous surexploités. Je voudrais d'abord interpeller le docteur Amat Diaw Diadjou, directeur du CROD. Est-ce que vous pouvez nous donner le contexte de ces résultats, de ces tableaux, de ces informations que vous avez données à la coalition, au GAIPES précisément? Est-ce que ce sont des informations nouvelles? Donc, ce que je voulais quand même dire à l'entame de mon propos, c'est que nous, on est service public en charge de la recherche halieutique. Nous dépendons de l'Institut sénégalais de recherche halieutique. Donc, nous travaillons avec de l'argent public, nous sommes payés par les contribuables sénégalais. Nous avons été interpellés par le GAIPES qui nous a adressé une correspondance nous demandant des informations sur ce qu'on savait de l'état de la ressource. Mais nous avons fait le travail, nous avons répondu à la sollicitation du GAIPES en répondant à leur courrier. Mais maintenant, le commentaire de cette lettre n'est pas de notre ressort. Très bien. Alors, si vous comprenez, ce n'est pas de notre ressort. Nous, on ne gère pas la gestion quotidienne de la pêche et du ressort du ministère de l'économie maritime. Alors, sur les commentaires, donc, moi, ce que je peux vous expliquer, c'est la manière dont on travaille. On peut vous expliquer comment le Centre de recherche océanographique procède dans ce qu'il fait dans l'évaluation de la ressource et là où on en est. Très bien. Voilà. On se contentera de cela avec vous. Je pense que c'est important de le souligner à l'entame de notre propos. Nous l'avons bien noté. Alors, sur ces informations, justement, ce sont des informations récentes. À quelle période pouvons-nous considérer que l'état de la ressource que vous avez fait correspond-il? Important de souligner ici, c'est que l'état de la ressource est apprécié de deux manières, de deux façons, en utilisant deux méthodes distinctes. Nous utilisons des méthodes directes et des méthodes indirectes. Les méthodes directes, c'est avec le navire de recherche. Le navire de recherche, qui est vous l'avez vu... Allô? Qui est en panne, je disais. Oui, qui est en panne depuis 2017. Nous l'avons dit l'autre jour, que le navire est en cours de rénovation. Le ministre a visité le chantier la semaine dernière. Il a fait son... Vraiment, de moyens très importants sont actuellement mis en œuvre par le ministère de l'économie maritime pour la rénovation de ce navire. Ça, il faut le souligner. Et je profite de votre micro pour remercier encore une fois encore, le ministère, au nom de mon directeur général, et du ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, le ministère de l'économie maritime, vraiment pour l'effort consenti pour la réfection, la rénovation de ce navire pour permettre à la recherche halieutique de pouvoir faire son travail correctement. Donc ça, c'est la partie directe. Maintenant, donc vous ne l'avez pas... Voilà. Maintenant, au niveau, et puis toujours au niveau de la méthode directe, il faut dire qu'on utilise le navire de recherche. On est censé utiliser le navire de recherche, le ITAFDEM,
qui est une propriété du ministère de l'économie maritime, mis à la disposition de l'ISRA pour les évaluations des stocks. Mais également, il ne faut pas oublier, peut-être la collègue du GAIPES le sait, nous avons des partenaires de la recherche internationale qui interviennent dans notre pays, qui font des campagnes d'évaluation auxquelles on est associé. Donc d'autres bateaux qui n'appartiennent pas au Sénégal. D'autres bateaux, qui n'appartiennent pas au Sénégal. C'est le cas du Nansen, qui est un navire qui des Pays-Bas, mis à la disposition de la FAO, qui effectue régulièrement des campagnes d'évaluation le long des côtes allant de la Mauritanie pratiquement à l'Angola. Pardonnez-moi, monsieur le directeur, donc ce sont des informations récentes mises à jour. Oui, c'est ce qu'on fait. Donc je disais tantôt, j'ai parlé des méthodes NK. Nous croisons des informations venant des deux méthodes. Méthode directe et indirecte. Les méthodes indirectes, c'est ce que nous collectons au niveau des statistiques de débarquement. Il faut souligner qu'au niveau des statistiques de débarquement, il n'y a pas eu de rupture. Nous avons collecté régulièrement des statistiques de la pêche pour faire l'état de l'évaluation de la ressource halieutique de Saint-Louis au Cap Skirring. Nous avons des enquêteurs qui sont installés le long du littoral, de Saint-Louis au Cap Skirring. Allô? Oui, nous vous entendons très bien. Donc ça, il faut le souligner. Très bien. Et ce sont ces informations que nous utilisons dans le cadre de groupes de travail organisés par la FAO, auxquels participent des pays membres du COPAS. Le COPAS, c'est le comité de pêche de l'Atlantique du Centre-Est, auquel appartient le Sénégal. Nous participons parce qu'il faut aussi souligner qu'au niveau de la pêche, les poissons ne connaissent pas de frontières. Vous avez des ressources que nous partageons avec d'autres pays. Ça apparaît très clairement sur le tableau que le GAIPES ou la coalition nationale a fait publier ce matin dans la presse. Excusez-moi, monsieur le directeur, je voudrais introduire Madame Ndiaye Fatounian, vice-présidente du GAIPES, sur l'aspect, interprétation de ces résultats. Quelles sont les conclusions que vous tirez des informations qui vous ont été fournies et dont la méthodologie vient de nous être expliquée en détail par monsieur le directeur du CROD, Madame Ndiaye? Bonjour, je commence par saluer le directeur du CROD et saluer tous vos auditeurs. Nous avons sollicité l'éclairage de la recherche parce qu'elle est fondamentale. Elle est une obligation de la loi avant de procéder à une attribution de nouvelles licences de pêche. Et quand la commission de licence a été convoquée le 11 avril, nous avons demandé au ministère s'il y avait un éclairage de la recherche parce que depuis des années, le CROD disait attention, les recherches pélagiques, le petit pélagique côtier composé de chinchard, de sardinelle et de maquereau, le yaboy, le djaï et le weyon sont surexploités et il faut faire très attention. Et quand nous avons vu des demandes de licence avec plus de 52 licences dans le petit pélagique et dans le merlu, nous avons dit au ministère que c'était quand même c'était sans précédent. Et c'est de là où est partie cette divergence de point de vue qui nous oppose aujourd'hui avec le ministère des Pêches. Et ce qui est effarant, c'est qu'en demandant au ministre de faire très attention et de ne pas donner de nouvelles licences, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu des immatriculations très récentes au port de pêche en avril 2020 et de DAC 1286 à DAC 1342, c'est à peu près 57 licences qui ont été 57 bateaux qui ont été introduits entre 2018 et 2020 dans la pêcherie en toute illégalité parce que n'étant pas passés par la commission des licences. Aujourd'hui, on a dit non à ces 52 nouvelles licences de pêche, mais on a déjà introduit dans la pêcherie plus de 50 bateaux qui opèrent en toute illégalité. Comment cela est-il possible puisqu'il faut passer obligatoirement par la commission? Mais on ne le sait pas. La possibilité que nous avions, c'est qu'on publie la liste des bateaux battant en pavillon sénégalais et les licences octroyées et à qui. Mais on ne sait même pas à quels armateurs on a donné ces bateaux. Et aujourd'hui, depuis, on a fait une lettre à la direction des pêches pour demander l'état du pavillon et ils n'ont pas répondu.
Nous avons adressé des sommations interpellatives à l'ANAM, l'Agence de la marine marchande, à la direction de la protection des ressources, à la direction des pêches maritimes. Des sommations interpellatives par voie d'huissier pour demander l'état du pavillon, mais personne ne veut nous le donner. Mais justement, Madame Ndiaye, le ministère vient de lancer un appel d'offres pour l'audit du pavillon. Vous avez vu ça dans la presse cette semaine ou la semaine dernière, à travers l'ANAM d'ailleurs. Ensuite, il y a toutes ces opérations qui ont été annoncées par le ministre, donc la rénovation du bateau pour évaluer la ressource, ainsi que le rejaugeage justement des bateaux, des navires. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Vous savez, l'ANAM, c'est que nous n'avons pas attendu 2020 pour commencer le rejaugeage des navires. C'est un dossier qui était en cours et qu'ils prennent en cours. Mais c'est très bien qu'on fasse l'audit du pavillon. Mais le préalable à cet audit, c'est d'abord de publier la liste des bateaux battant pavillon Sénégal. Tout simplement. Et les licences dont ces bateaux détiennent, ainsi que la date d'attribution de ces licences. Mais il semble que la procédure soit suspendue. Est-ce que vous considérez ça comme une victoire d'étape, disons, puisque le ministre dit de toute façon qu'il n'y aura pas d'attribution tant que la ressource ne sera pas évaluée et que l'audit ne sera pas complètement réalisé? C'est une victoire d'étape pour les nouvelles demandes. Mais ce qui reste aujourd'hui actuel, c'est qu'il y a plus de 50 bateaux qui sont en train de pêcher en toute illégalité et on l'a découvert au mois d'avril parce qu'on a vu des immatriculations récentes et on a même vu dans la presse des publications de nouvelles licences signées en 2020 par l'actuel ministre. La ministre dit que c'est des renouvellements alors qu'on a vu aussi des actes de nationalité d'avril 2020. Alors vous avez demandé à être transparent. Alors, vous avez demandé à travers votre président, CRC, à être reçu par le président. Est-ce que vous avez eu écho, justement? Est-ce qu'il y a un écho à votre appel au niveau de la présidence? Est-ce que vous avez des nouvelles de ce côté-là? Nous avons envoyé une lettre ouverte au président de la République pour demander que la lumière soit faite sur ces attributions de licences qui sont dangereuses pour le pavillon. Il a demandé au ministre de regrouper les acteurs, de discuter avec eux. Nous, jusqu'à présent, on n'a pas été convoqués. Il y a d'autres acteurs qui ont été peut-être convoqués. Nous, on n'a pas été convoqués. Mais de toute façon, que nous soyons convoqués ou pas, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ces bateaux qui opèrent au Sénégal en toute illégalité soient arrêtés. Et qu'on veut faire l'audit du pavillon. Mais le premier geste de transparence qu'on demande au ministre, qui est très simple, c'est de donner la liste des bateaux qui battent pavillon Sénégal et les licences et quand est-ce qu'ils ont. Et là, on verra si c'est des renouvellements ou si la procédure était en cours parce que le GAIPES comme le CONIPAS sont des membres de la commission d'attribution des licences et nous, on a vu des bateaux surgir de nulle part. Sur lesquels vous ne vous êtes pas prononcé. Très bien. Merci beaucoup. On vous a très bien compris, Madame Ndiaye Fatounian. Dernière prise de parole pour le docteur Amat Diaw Diadjou et je voudrais qu'on reste très technique puisque c'est ce que vous souhaitez également. Pour tirer les conséquences de l'état de la ressource actuellement, notamment sur les ressources les plus utilisées, les plus consommées, les plus prisées par le consommateur lambda. Quelles sont vos recommandations par rapport au yaboy, par rapport au chinchard, par rapport au merlu noir, etc. Quelles sont vos recommandations et quelles sont vos anticipations par rapport justement à la disponibilité de la ressource pour les consommateurs en général, d'après vous, docteur? Alors, comme je l'ai dit tantôt à l'entame de mon propos, moi je suis de la recherche, on n'est pas des gestionnaires. Nous ne sommes pas dans la gestion des pêches, c'est l'affaire du ministère. Ce que je puisse dire, je l'ai dit tantôt avant de laisser la parole à Mme Niang, que je salue au passage, c'est que les ressources dont vous parlez, dont vous faites cas tantôt, sont des ressources partagées. Les poissons ne connaissent pas de frontières. Souvent, il nous arrive dans les recommandations que nous faisons, par exemple, quand on parle du yaboy. Le yaboy quand on fait une recommandation, ce n'est pas uniquement le yaboy qui est pêché au Sénégal. C'est un stock. Le stock, souvent, il peut, par exemple, quand vous prenez le cas du yaboy qui est pêché au Sénégal, le stock, nous partageons le stock avec la Mauritanie et peut-être même le Maroc.
Vous avez compris? Oui. Donc, c'est important de savoir de quoi on parle. Je pense que ça, c'est très important. Et il y a certains types d'informations sur lesquelles, moi, je suis certes le directeur du CROT, mais je ne travaille pas directement sur les évaluations des ressources. Nous avons des collègues chercheurs qui font les campagnes d'évaluation, qui font les rapports. Et ce sont les résultats de leurs travaux qui sont synthétisés sur le tableau qui a été envoyé avec des commentaires au niveau du GAIPES. La même information existe, nous avons envoyé les mêmes informations. Et c'était ça ma question, est-ce que ça a été envoyé au ministère? Maintenant, parce que, oui. Il y a certains aspects de la gestion que nous ne maîtrisons pas et ce n'est pas à mon niveau de porter une appréciation. Très bien, on vous a bien compris, docteur. Merci. Merci, docteur Amat Diaw Diadjou, directeur du Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye. Merci à vous également, Madame Ndiaye Fatounian, vice-présidente du GAIPES, le groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal. Nous vous retrouverons tous les deux dans l'édition en Wolof à 12h52. C'est la fin de cette édition du Grand Journal que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a participé à sa réalisation et qui m'a aidé à vous la présenter. À 13h, retrouvez El Haj Ndiogoudienne pour la principale session d'information de la mi-journée en langue Wolof. Tout de suite, Allo Présidence, excellente suite des programmes sur la radio Futur Média. Président de la République, président du Gouvernement, collaborateur de la président de la République, de la République, résidence du président de la République, bi nga xam ne mooy demeure historique situé dans le quartier de Dakar Plateau, capitale du Sénégal.